Alors bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue à cette dernière édition de Partons en live, le site de vidéoconférence qui explore des pistes pour repenser la société. Alors en 2017, l'enquête Noir-Jaune-Blues révèle que 68% des Belges interrogés pensent que le système politique actuel est globalement en échec et que leurs idées sont mal représentées par les élus. La démocratie représentative est pointée du doigt pour ses manquements. Échéances électorales qui engendrent des décisions de courte vue, absence de pouvoir des électeurs sur leurs représentants, élus politiques qui se recrutent pour la plupart dans la même classe sociale, concentration du pouvoir et professionnalisation de l'activité politique et j'en passe. Aujourd'hui encore, de nombreux citoyens et citoyennes cessent de croire que la classe politique gère la crise du Covid ou encore la crise écologique et ses conséquences dans l'intérêt général. Face à ces impasses et à l'envie de certains citoyens de se réapproprier la chose publique, des propositions surgissent pour donner un nouveau souffle à la démocratie. Et ce soir, nous allons nous intéresser à une de ces propositions, le tirage au sort. Disparu de la scène politique avec les révolutions modernes, bien qu'utilisé dans la Grèce antique ou encore dans la Renaissance, le tirage au sort revient sur le devant de la scène et remet en question la conviction que l'élection est l'instrument démocratique par excellence. Aujourd'hui, des expérimentations de démocratie directe fleurissent un peu partout, en Belgique et même ailleurs. On aura l'occasion d'en discuter ce soir. Des panels de citoyens tirés au sort pourraient-ils en fait sauver notre démocratie en crise? C'est à cette question qu'on va essayer de répondre avec notre invité du soir, Mine Rechamp, qui est politologue à l'UCL, membre du comité de pilotage du GMIL, une plateforme d'innovation démocratique. Alors, juste avant de passer la parole à notre invité, n'oubliez pas qu'il est possible, par le biais du chat YouTube, de poser vos questions que nous relayerons à Mine en deuxième partie de soirée, donc après une demi-heure, 40 minutes. Si jamais vous n'avez pas de compte Gmail, il est aussi possible d'écrire vos questions sur la page de l'événement Facebook ou de les envoyer par mail à l'adresse suivante partonsenlive.siep@gmail.com. Voilà, bonsoir Mine, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Camille, merci à vous. Alors avant peut-être de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais rapidement peut-être dire un mot sur toi et en dire plus également sur le GMIL? Oui, tout à fait, merci beaucoup, en tout cas merci pour cette invitation. Bonsoir à toutes et tous. Moi je suis politologue, donc j'ai fait des études de sciences politiques et progressivement dans le cadre d'abord d'une thèse doctorale et ensuite des recherches complémentaires, je me suis intéressé à l'opinion des gens, à l'opinion de vous et moi d'une certaine façon. Et assez rapidement, quand on s'intéresse à cette question, on se dit, l'opinion des citoyens, on ne peut pas la mesurer comme ça à chaud, au détour d'un tournant d'une certaine façon, parce que il faut se demander, voilà, est-ce qu'ils ont les informations nécessaires à ça? Est-ce qu'ils ont eu l'occasion de réfléchir à ça? Évidemment, c'est pas du tout une réflexion qui est propre à moi. Hein. Ça fait longtemps qu'une série de chercheurs en sciences sociales se posent la même question. Et c'est comme ça que je suis tombé sur la démocratie délibérative, puisque c'est de ça dont on va parler d'une certaine façon. C'est une forme de démocratie qui, d'une certaine façon, met en place un protocole, un processus pour que les gens puissent s'informer d'une part et surtout délibérer, discuter entre eux avant qu'on leur demande leur avis. Et dans le cadre de ma thèse, notamment, j'ai voulu savoir en fait comment les citoyens en Belgique et au Canada voyaient le futur de leur pays. Et pour ce faire, j'ai été jusqu'au bout de l'idée. Je les ai mis ensemble dans ce qu'on peut appeler des rencontres citoyennes, des formes de démocratie délibérative. Et ils ont discuté pendant plusieurs heures avec des experts, entre guillemets, avec surtout d'autres citoyens. Et d'une certaine façon, j'ai pu alors mesurer leur avis avant, mais aussi après, donc après cette délibération. Et de fil en aiguille, je suis forcément tombé sur d'autres personnes qui partageaient un petit peu ces mêmes réflexions dont on va discuter ce soir. Et c'est ainsi qu'en 2010, j'ai été contacté par Paul Herman, un ancien journaliste de RTBF, qui venait justement de contacter David Van Reybrouck suite à une carte blanche que lui avait fait par rapport au fait que, et rappelez-vous, on était en pleine crise d'une certaine façon, la fameuse très longue crise, peut-être qu'on va la dépasser un jour, sans gouvernement, et où la réflexion qui était faite à ce moment-là était de se dire,
c'est une crise communautaire, en fait. Les Flamands versus les Wallons / francophones ne s'entendent plus et c'est la fin de la Belgique. Et la lecture que David Van Reymbroek, que Paul Herman et que d'autres qui les ont rassemblés, était de dire non, c'est pas une crise de la Belgique, c'est en fait une crise de la démocratie. C'est en fait la démocratie qui, d'une certaine façon, est peut-être arrivée à un moment donné où il fallait la transformer, d'où l'idée alors de cette démocratie délibérative. Et puisque de mon côté, j'avais eu l'occasion de réfléchir, de travailler là-dessus, je faisais partie des 7 personnes qui se sont réunies alors chez David Van Reymbroek un soir de 2010 pour dire que peut-on faire, et de fil en aiguille, on est arrivé à cette idée de G1000, mais ça a pris évidemment quelques mois et un certain temps, et de cette soirée-là, on n'était pas nécessairement parti sur cette idée, il faut réunir à Tour et Taxi 1 millier de personnes tirées au sort, mais ça on va en discuter. Ok, merci beaucoup. Alors peut-être, quand on va sur le site du G1000, on voit une phrase qui est inscrite et qui dit « Laissons aussi les citoyens délibérer et pas seulement les représentants du peuple ». Voilà un peu le leitmotiv et un petit peu ce que tu viens de dire à l'instant. Alors pourquoi justement, selon toi, le tirage au sort peut-il, si on peut dire, redonner un souffle à la démocratie? Est-ce que tu penses que c'est la piste à suivre si on veut mettre en place un autre modèle de société? Il y a 2 choses que je veux dire d'emblée. La première, c'est je ne suis pas sûr que le tirage au sort est la panacée universelle. Et en fait, j'en doute d'une certaine façon. C'est pas pour ça que je n'y crois pas d'une certaine façon, mais je crois que ça, on doit garder ça à l'esprit. Je ne suis pas un partisan à l'éternel du tirage au sort en tant que tel. Je pense qu'il y a des vertus. Je pense que c'est peut-être une moins mauvaise solution par rapport à d'autres. Ça, c'est un premier élément. Et le deuxième élément, je crois que la faute n'est pas du côté des représentants, elle est en fait sur le système tel qu'il est. Et bien sûr, on pourra dire que les représentants représentent le système tel qu'il est, mais en tant que représentés, on a toutes et tous aussi d'une certaine façon une part de responsabilité par rapport à ça. Donc, ces 2 éléments-là sont importants. Après, évidemment, j'en arrive au tirage au sort. Pourquoi est-ce que je pense que le tirage au sort est une piste à suivre à l'heure actuelle? C'est parce que, d'un point de vue démocratique, et on pourrait contester ça, où on pourrait croire et on devrait croire, j'ai tendance à dire qu'il faut en fait que les personnes qui sont concernées par des décisions qui sont prises aient leur mot à dire par rapport à ça. Et donc c'est cette idée du pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple d'une certaine façon. Si on veut croire ça, il faut effectivement qu'on donne les moyens à ce peuple de pouvoir participer à cette prise de décision. Et si on ne fait rien, et ça veut dire que si on laisse par exemple un système électif, ou simplement un système d'autosélection, on sait qu'il va avoir des très gros biais. On peut regarder un parlement, on sait que la composition d'un parlement ne reflète pas du tout, en fait, la société telle qu'elle est. On peut regarder aussi des associations ou des dispositifs qui fonctionneraient sur l'autosélection. Et on a beaucoup de dispositifs participatifs, notamment dans les communes, qui fonctionnent ça. Et le cliché, et je suis désolé si parmi vous, il y a des personnes qui vont penser se reconnaître, qu'on va avoir, c'est on aura des vieux mâles blancs qui vont se présenter. Et parfois, elles sont des dames aussi, et parfois, elles sont jeunes, etc. Mais on aura en fait des personnes qui, généralement, sont éduquées, qui ont un revenu supérieur à la moyenne, qui sont effectivement plutôt parmi la majorité. Et donc ça, c'est un problème aussi en matière de participation. Si on laisse les choses telles qu'elles sont, on n'a pas en fait un miroir de la société. Et c'est très difficile d'avoir le miroir de la société d'une certaine façon. Et c'est là où, d'une certaine façon, le tirage au sort est la moins mauvaise solution parce que elle part du principe que ça donne la même chose à toutes et tous. Et bien sûr, lorsqu'on est invité sur base d'un tirage au sort, il y a des probabilités, certains groupes sociaux sont moins susceptibles de dire oui. Et donc là-dessus, on va devoir travailler. Mais en tant que tel, le tirage au sort a cette vertu d'une certaine façon d'égalisation. Ça, c'est une première vertu importante. Et une autre vertu qui est non négligeable, c'est que elle part du principe d'une certaine façon que tout membre d'une communauté est important et a droit de dire quelque chose. Et là, ça va nous distinguer assez fortement de ce qui était dans la Grèce antique et dans ce qui est avec la Renaissance, puisque c'est un groupe relativement restreint de personnes. Mais donc, à l'heure actuelle, si on va sur un tirage au sort, et là, il n'y a plus de doute par rapport à ça, c'est qu'on estime que chaque citoyen, chaque électeur a son mot à dire, sinon on ne lui demanderait pas de venir voter d'une certaine façon. Ce tirage au sort-là, donc, a cette vertu-là de dire chacun d'entre nous a quelque chose à apporter parce que c'est en fait une décision collective. Et donc ça, c'est des éléments qui me semblent être importants par rapport à ça. Et c'est aussi important de le penser non pas comme un one-shot, une seule fois. Et donc dans ce cas-là, bien sûr, si on tire au sort même 1% des Belges, c'est vraiment très peu par rapport aux 99% d'autres, mais il va y avoir un phénomène de répétition et donc progressivement de rotation. Et on retrouve alors cette idée qu'il y avait déjà alors à la Grèce antique de à la fois gouverner, mais à la fois gouvernant.
Merci. Et oui, on voit ici le potentiel et l'égalité que ça met au cœur de ce processus. Mais alors, du coup, concrètement, comment se pratique ce processus démocratique, hein? Il y a plein de façons de l'expérimenter. Pour toi, quelles sont les modalités? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place concrètement? Est-ce que c'est des assemblées composées uniquement de citoyens tirés au sort? Est-ce qu'il faut aussi qu'elles soient composées d'élus? Enfin voilà, concrètement, comment ça se met en place tout ça? Ouais. La première chose qu'on peut souvent voir, il reste un exemple dans notre paysage politique, sociopolitique, c'est en fait le tirage au sort dans le cadre des jurys d'assises. Et bien sûr, on pourrait dire que c'est différent, mais là, on y trouve deux choses qui me semblent être importantes. Le premier, c'est on recourt au tirage au sort. Donc, vous et moi, pour autant qu'on ait les droits, en fait, de participer à ça. Et là-dessus, on pourrait aussi discuter d'une certaine façon. Est-ce qu'il faut avoir 18 ans? Est-ce que les jeunes de 16 ans ne devraient pas? Mais pour autant qu'on ait les droits, et on sait alors que là, on ouvre largement d'une certaine façon la palette, chacun d'entre nous peut avoir la chance ou la malchance d'être tiré au sort. Et lorsqu'on se promène dans un tribunal au moment où il y a constitution d'un tirage au sort, avant qu'il y ait récusation, mais vraiment lorsque les gens doivent se présenter, et on sait en fait que 1 sur 2 va le faire, et on pourrait dire, bah, c'est malheureux, c'est le verre à moitié vide, à moitié rempli, mais donc là, on a un tirage au sort relativement obligatoire, et donc voilà ce que ça donne. Donc ça nous donne à penser aussi sur comment est-ce qu'on va faire participer un maximum de personnes, en sachant même lorsque les choses sont obligatoires, tout le monde ne s'y présente pas. Mais là, on va véritablement la diversité, en fait, de la société, dans tout ce qu'il y a là de différent d'une certaine façon. Et là, on voit donc la force de ce tirage au sort par rapport à cet outil égalisateur, et chacun peut venir. Bien sûr, après, il y a ce processus, d'une part de récusation, mais aussi souvent un processus de récusation d'auto-récusation, c'est-à-dire qu'une série de personnes vont dire qu'elles n'ont pas le temps, qu'elles n'ont pas les compétences, qu'elles ne souhaitent pas, etc. Mais en tout cas, on les met sur un même pied d'égalité. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est que la procédure du jury d'assises, et ça c'est souvent un petit peu oublié, c'est qu'elle va se rejouer en fait. Toute l'enquête va se rejouer en fait au tribunal, c'est-à-dire que la procédure va être orale. Et là, d'une certaine façon, ça nous montre aussi que les personnes qui savent, tel enquêteur, tel juge d'instruction, qui vont devoir se présenter devant une cour d'assises, savent qu'elles vont devoir expliquer leurs faits et gestes. Donc là, je pense que c'est aussi intéressant en matière alors de choix politique, c'est de se dire, dans un certain nombre de cas, peut-être qu'en fait, et on l'a vu par exemple dans l'épisode sanitaire qui nous concerne, il y a des décisions qui doivent être prises rapidement, donc c'est peut-être très difficile d'organiser un tirage au sort avec beaucoup de personnes, mais pas a posteriori. On pourrait imaginer alors un tirage au sort d'une personne d'un échantillon diversifié qui vient alors discuter, s'interroger, est-ce que les mesures qui ont été prises étaient bonnes et surtout comment est-ce qu'on est arrivé à prendre de bonnes ou des bonnes décisions. Donc ça, c'est un exemple concret. Maintenant, lorsqu'on va se dire, au niveau de la sphère publique, on va se dire, la cour d'assises, on va juger une personne. Bien sûr, c'est quelque chose d'une certaine façon politique, mais finalement, ce n'est qu'une personne. Comment est-ce qu'un groupe de personnes va pouvoir alors prendre une décision qui va s'appliquer à tout le monde et qui va être d'une certaine façon respectée par tout le monde? Et c'est là où on doit probablement faire la distinction de la démocratie directe, c'est-à-dire une démocratie où chaque personne du peuple va pouvoir participer. L'exemple qu'on connaît bien, c'est la Suisse, par le référendum. Et on sait en Suisse que sur certains villages, eh bien, on se réunit encore et à main levée, on va décider. Mais on sait aussi d'une certaine façon qu'il y a deux difficultés. D'une part, la taille fait que c'est très difficile de se réunir tous ensemble et alors d'en passer par un vote, un référendum. Et surtout, c'est que dans beaucoup de cas, et on l'a dit avec le Brexit, on ne va pas voter lors d'un référendum pour la question précise qu'on nous pose, mais pour une autre série de raisons. Et donc là, ça pose des difficultés. C'est là où on voit alors l'idée de démocratie délibérative, qui serait de dire, eh bien alors il faut, ce qui va compter, c'est que les gens puissent échanger et surtout avec des personnes qui n'ont pas le même avis qu'eux, parce qu'au final, c'est ça la vie en société et une vie démocratique, c'est que on va devoir décider des règles alors qu'on est très différents. Si on était assez similaires, on n'aurait pas besoin de démocratie probablement. En fait, il suffirait que l'une d'entre nous, puisqu'on est tous les mêmes, décide et on le suivrait. Mais on est en démocratie, ou en tout cas notre société est tellement diversifiée qu'elle nécessite la démocratie. Comment est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? 11 millions de Belges qui délibèrent, ça devient très difficile. Et peut-être que ce serait l'idéal d'une certaine façon. Mais là, on se rend bien compte qu'il y a des enjeux difficiles. Et donc, les voies qui ont été prises pour l'instant étaient de passer effectivement par ces panels citoyens. Qu'est-ce que c'est? C'est un groupe de personnes relativement limité. Ça va d'une vingtaine à, l'exemple du G1000 est un exemple un peu grand, à 1000 personnes. On pourrait imaginer un peu plus que ça. Mais donc, on voit bien que c'est un groupe restreint par rapport à une population plus large. Ces gens-là, c'est monsieur et madame tout le monde tirés au sort.
Et donc, on ne fait pas d'une certaine façon de choix par rapport à ça. C'est eux qui vont faire le choix de dire oui ou de dire non s'ils veulent participer, mais on peut garantir une diversité. Moi, j'aime pas tellement parler de représentativité, parce que quand on parle de représentativité, si on invite 1000 personnes et qu'une personne dit qu'elle ne veut pas venir, on n'est plus représentatif. Mais par contre, le tirage au sort, et là on retombe alors sur des probabilités assez classiques, permet en fait de savoir, si tout le monde disait oui, d'avoir effectivement bien un échantillon diversifié de la population. Et donc ça, c'est quelque chose d'important. Mais ces personnes, alors, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont souvent avoir une mission qui va prendre une journée ou typiquement 3 week-ends pour essayer d'explorer une thématique et de faire une série de propositions. C'était là où on en était jusque, grosso modo, il y a 2 ans. Et donc le G1000 fait partie de ça, mais les différents parlements, différents ministres ont eu recours à des panels citoyens. À Bruxelles, il y a eu le panel mobilité. En région Wallonne, il y a eu 2 panels citoyens initiés par le Parlement. Qu'est-ce qui se passe avec ce processus-là? C'est que en interne, ça se passe vraiment très bien. Les personnes qui ont participé disent avoir été très contentes. En fait, avec un enthousiasme d'une certaine façon par rapport à la chose publique, en se rendant compte que à la fois que c'était passionnant, mais à la fois aussi très complexe. Et d'une certaine façon, dans bien des cas, de dire maintenant, j'ai un plus grand respect pour nos élus parce que je me rends compte de la difficulté de leur travail. Et notamment de celle de dire on est vraiment tous avec des points de vue assez différents. Et quand on doit prendre une décision, c'est franchement difficile de réconcilier ces différents points de vue. Et donc, c'est là où on se rappelle, faire de la politique, c'est faire des choix d'une certaine façon. Mais lorsque ça avait été fait, souvent, il n'y avait pas de suite, d'une certaine façon. Et pas nécessairement parce que les parlements, les ministres qui avaient commandité ça n'étaient pas contents, mais ça rentrait dans le flux par rapport à d'autres processus. C'était aussi des mesures qui n'étaient peut-être pas suffisamment concrètes que pour être appliquées, et peut-être aussi que pour certaines mesures, elles ne plaisaient pas d'une certaine façon à nos représentants. Et un pas important a été franchi par la communauté germanophone, on arrivera peut-être plus tard, en disant, on va le faire, mais cette fois-ci de manière davantage permanente. Et là, il y a un groupe 25 citoyens tirés au sort qui se réunit régulièrement et qui a une double mission. Une première mission, c'est de dire, on va confier à d'autres citoyens tirés au sort la mission de réfléchir pendant 3 week-ends sur une thématique concrète. Ça pourrait être les allocations familiales. Ils travaillent pour l'instant sur la question de l'organisation des soins de santé en communauté germanophone. Mais ils ont une deuxième mission qui est de dire, on va faire le suivi avec le Parlement. Le Parlement nous demande de travailler, on va confier ce travail à des citoyens tirés au sort, mais il faut alors faire le suivi, un monitoring, on dirait maintenant. Et donc ça, c'est quelque chose d'important. Et il va y avoir donc des prolongements, donc c'est cette idée de permanence. Ils ne sont pas là tout le temps, mais ils vont se réunir régulièrement avec une durée indéterminée d'une certaine façon. Et Bruxelles, et puis j'en arrêterai là pour cette question-ci, a aussi d'une certaine façon franchi le pas, à la fois au niveau du Parlement régional bruxellois, mais aussi de la COCOF, donc du Parlement francophone bruxellois, avec des commissions parlementaires dans lesquelles vont être intégrés des citoyens tirés au sort. Et donc là, on voit une différence par rapport à la communauté germanophone où ça va être des élus qui vont travailler avec des citoyens tirés au sort. Et donc des citoyens élus avec des citoyens tirés au sort d'une certaine façon, avec des avantages et des inconvénients. L'avantage majeur, c'est de se dire, en matière d'output, de ce qui va être tiré de ça, puisque les élus auront participé d'une certaine façon à la discussion, et qui sont certainement d'accord, on voit mal qu'ils ne suivent pas les recommandations. Des avantages possibles, dans quelle mesure est-ce que les élus, d'une certaine façon, ne vont pas prendre trop de place? Et moi, j'aurais tendance à dire, dans quelle mesure est-ce que les citoyens, tellement remontés contre les élus, ne vont pas simplement dire aux élus de se taire d'une certaine façon? Donc là, il y a un enjeu de la cohabulation qui est important, mais qui a été géré en disant, il y aura 3/4 de citoyens pour 1/4 d'élus. Et donc, on voit que le rapport de force n'est pas tout à fait le même en matière de nom. Donc, on voit là qu'il y a un enjeu particulier, mais on va y arriver pour cette discussion. Donc, voilà un premier tour d'horizon par rapport à des possibilités. Ok, merci pour tous ces éclaircissements. On va poursuivre nos échanges. Alors, justement, t'en parlais un petit peu, mais est-ce qu'au final, donner une telle place au hasard dans des prises de décision politiques importantes, est-ce que ce ne serait pas dangereux pour la démocratie? La démocratie directe, ça garantit peut-être pas nécessairement de prendre des décisions qui vont avec des enjeux écologiques, sociaux, actuels, par exemple. Est-ce que tu penses que toutes les matières peuvent être libérées de cette façon? Je pense qu'au référendum irlandais en 2015, lors duquel une assemblée composée d'un tiers d'élus et de 2/3 des citoyens tirés au sort ont eu pour mission de proposer une réforme de la Constitution sur 8 sujets,
dont celui du mariage homosexuel. Tout à fait. Réponse en deux temps, comme souvent finalement. Premier temps, je pense que la question du hasard et de sa dangerosité, moi je la renverserai en disant, est-ce qu'on estime que pour certaines thématiques, certains citoyens en fait ne devraient pas y participer à la décision? Est-ce qu'on estime d'une certaine façon qu'il y a des questions pour lesquelles eh bien certains effectivement ou certaines ne devraient pas y participer? Moi ma réponse, mais c'est une réponse qui est partisane d'une certaine façon, est de dire non. Je pense que tout enjeu en fait, c'est le prix à payer pour la vie en société, devrait d'une certaine façon nous permettre d'y participer. Est-ce qu'on est tous armés pour le faire? Je ne dis pas oui d'un coup. Je pense qu'il y a un travail évidemment à la fois de fond, et ça c'est le rôle de l'enseignement, c'est le rôle de l'éducation permanente d'une certaine façon, c'est le rôle de nos relations sociales, et puis une fonction plus spécifique du dispositif. Mais d'une certaine façon, lorsque des nouveaux parlementaires arrivent dans un parlement, ils ont en fait des crash courses, comme on pourrait dire d'une certaine façon, des cours accélérés pour apprendre ça. Donc, on voit bien que l'élection en tant que telle ne part pas du principe qu'on doit voter et élire des personnes qui sont en soi compétentes et en soi spécialistes. Donc, on voit bien que l'enjeu, il est devant ça. Après, le hasard fait bien ou mal les choses, mais si dans une société, vous avez 80% de personnes qui ont des idées que vous n'aimez pas, que vous estimez extrêmes, si le tirage serait bien fait, et il doit bien être fait, vous aurez 80% de gens qui auront ces idées-là. Sauf si elles ne veulent pas venir, mais ce qui pose un autre problème. Donc ça, c'était le premier temps, c'est que en tant que tel, je ne pense pas que le hasard soit dangereux, sauf à dire que dans un collectif, on estimerait qu'il vaut mieux que certaines personnes ne fassent pas partie de la prise de décision. Donc là, c'est un choix politique d'une certaine façon. C'était pas le mien, mais en tout cas, ça mériterait d'être discuté. Deuxième temps, et ça c'est l'Irlande, et ça devient intéressant. Effectivement, on avait 100 personnes qui ont été réunies pour discuter d'un enjeu fondamental, la Constitution. Parmi ces 100 personnes, il y avait 33 élus, parlementaires classiques, et donc ça c'est tout ce qu'il y a de plus normal. Et alors, c'est là où ça devient très surprenant, 66 citoyens tirés au sort. Pour discuter de quoi? Eh bien, ça c'était aussi quelque chose d'intéressant au niveau irlandais, c'est que pour discuter de thématiques sur lesquelles les partis de la majorité n'avaient pas réussi à se mettre d'accord, notamment ce fameux mariage homosexuel, le mariage pour tous. Et donc, sur cette question-là, depuis des décennies en Irlande, on n'avait pas réussi à avoir un compromis. Et on peut l'expliquer, un pays très catholique d'une certaine façon, le poids de l'Église est encore fort important. Et à nouveau, et là-dessus, c'était bloqué. Et donc, les partis étaient bloqués. Et ces 100 personnes, ces 100 citoyens, à la fois élus et tirés au sort, ont réussi à faire une avancée, ont réussi à avoir un compromis là-dessus qui n'était pas possible jusqu'à présent. Et c'est la même chose sur les différentes thématiques. Et ça montre d'une certaine façon qu'avec du temps, et avec du temps, d'une certaine façon, on peut faire beaucoup de choses. Et donc, de l'information et des délibérations, on peut arriver à prendre des décisions qui sont importantes. L'exemple irlandais est intéressant parce qu'au final, la Constitution est réformée et donc on a introduit le mariage homosexuel dans la Constitution. En tout cas, on retire l'interdiction. Précédemment, il y a eu un exemple tout aussi intéressant, c'est en Colombie-Britannique, la province à l'ouest du Canada, donc là où est Vancouver, où les partis politiques étaient embêtés depuis longtemps par rapport au système électoral, qui était le système britannique, donc ce système majoritaire à un tour. Donc, grosso modo, si vous avez une majorité relative, donc si vous avez plus de voix que quelqu'un d'autre, c'est vous qui passez. Et donc, on se trouve face à des cas qu'on a connus dans d'autres pays, avec un nombre très restreint de soutien. Hein, si vous avez 26% de suivant en 25, c'est vous qui passez. Et donc, les partis s'étaient rendu compte que il fallait changer quelque chose et s'était dit aussi de manière intelligente, c'est pas à nous de le changer, sinon ça fait trop juger parti. Et ils ont mis sur place une assemblée citoyenne. Une 150aine de personnes sont réunies pendant 12 week-ends, ont discuté de ça et ils ont fait une proposition très intéressante qui combine en fait des éléments majorité proportionnels. Et le Parlement avait dit, si vous faites une proposition, ce sera mis à référendum. Il faudra en fait que 60% de la population dise oui et que aussi plus de la moitié des circonscriptions électorales disent oui. Ce deuxième critère est répondu, pas le premier. On arrive à plus de 58% et donc ça ne devient pas le jour. Et donc là se pose la question de savoir jusqu'où est-ce qu'on doit aller. Est-ce que 58% n'était pas suffisant? En tout état de cause, ça n'a pas bougé. Mais donc là, il y a un vrai enjeu, c'est que lorsqu'on met ensemble des personnes, et ce sera un groupe restreint de personnes, même si c'est plus ou moins beaucoup, quelques centaines, l'enjeu, ce sera qu'est-ce qu'on fait de ce mini-public vers le maxi-public, puisque le maxi-public, donc le reste de la population, n'aura pas délibéré. Ok, merci pour cet éclairage. Alors peut-être, tu en as déjà un petit peu parlé, hein, mais
c'est vrai que la démocratie directe, elle questionne l'envie et la capacité réelle des citoyens à s'engager dans la sphère politique, hein. Je fais référence ici à Joseph Spiegel, maire de la commune de Kingersheim depuis déjà des années. Et dans cette commune, il pratique la démocratie participative. Et pour prendre certaines décisions importantes lors de ce qu'ils appellent le collège des habitants, et éviter que ce soit toujours les mêmes qui viennent participer, il procède au tirage au sort. Et dans un documentaire, lui disait qu'en moyenne, une personne sur 6 accepte cette invitation, l'invitation d'être tiré au sort. Et en général, les raisons invoquées par les personnes, elles sont diverses, mais en général, ça va être, elle décline l'interpellation due au manque de temps, d'envie, ou encore à la peur de ne pas être à la hauteur de l'exercice. Et donc, la question ici, c'est de savoir comment faire pour donner l'envie et puis aussi la capacité aux citoyens de s'impliquer. Est-ce qu'il faudrait, par exemple, prévoir une rémunération pour les personnes tirées au sort quand elles participent à tout ce processus qui est, comme tu le disais, quand même assez demandant? Ma réponse par rapport à cette question précise de la rémunération est oui, à la même hauteur que celle qu'on estime nécessaire, par exemple par un travail de conseiller communal, de conseiller de CPS. Si on devait un jour tirer au sort des parlementaires, siéger à Namur, par exemple, j'estimerais que les parlementaires qui seraient tirés au sort devraient avoir la même rémunération qu'un autre parlementaire, d'une certaine façon. Je crois qu'on ne doit pas dire que c'est l'argent qui va attirer ou repousser, d'une certaine façon. On doit simplement dire, un petit peu comme le dit le dicton populaire, que tout travail mérite salaire, et d'une certaine façon, ce qui n'a pas de prix n'a pas de valeur. Mais je crois que l'enjeu fondamental, il n'est pas sur la question de la rémunération, il est sur le troisième élément qui a été mentionné, c'est la compétence, qui est à la fois quelque chose d'objectif, mais surtout très subjectif d'une certaine façon. Et ce travail-là, je crois qu'il est important, parce qu'en tant que tel, même aujourd'hui, d'une certaine façon, dans un pays où le vote est obligatoire, je crois qu'on doit se tracasser de ça, et de ne pas laisser en fait les électeurs se sentir laissés par rapport à eux-mêmes. Ce qu'on sait des enquêtes d'opinion, et notamment des enquêtes qui sont faites à la sortie des urnes, c'est que dans la plupart des cas, même lorsqu'on a peu de connaissances du système politique, les électeurs ne se trompent pas en fait. S'ils ont des idées, disons de gauche ou de droite, ils seront plus ou moins sur la cible à chaque fois. Et donc, il serait faux de penser en tout cas que le vote obligatoire fait en sorte que les gens votent complètement aléatoire. Non, il y a un raisonnement qui se cache. Peut-être pas nécessairement un raisonnement hyper construit, mais il y a des bonnes raisons qui les font faire le choix qu'ils veulent faire. Donc ça, c'est un premier élément. Et cet élément est le lien entre le vote obligatoire et le tirage au sort. Je pense qu'il est aussi important à le regarder. Au jour d'aujourd'hui, on sait qu'en Belgique, alors que le vote est obligatoire, bien sûr, il n'y a pas de sanction ou quasi pas de sanction, il y a 90%, mais qui tend un petit peu à baisser d'une certaine façon des gens qui vont voter. Je disais un peu plus tôt, sur un tirage au sort jury d'assises, on a 50% des gens qui disent OK, je vais aller, alors que là, il est aussi obligatoire, avec là, pour le coup, certaines sanctions qui peuvent être promulguées d'une certaine façon. Lorsqu'on pense à un sondage d'opinion, une enquête téléphonique, pendant qu'on ait plus ses patates et ses carottes, et là, on peut descendre jusque même 10-12% d'une certaine façon, alors que l'engagement est très petit. On disait dans l'exemple qui était mentionné, 1 sur 6, donc c'est dans ces eaux-là. Le G1000, et peut-être que ça va faire blêmir certains, c'est 3% de taux de réponse. Donc, pour inviter ces citoyens à tirer au sort, il y en a 3 sur 100 qui ont dit oui à chaque fois. Et bien sûr, donc pour avoir 1000 invités, il y en a fallu avoir beaucoup plus. Donc là, on peut dire que c'est très peu. Et à côté de ça, on peut corriger en fait, c'est de dire, voilà, vous pouvez dire oui, mais ce qu'on veut, c'est évidemment avoir une stratification, ça veut dire un reflet de la société. Donc il y aura la moitié d'hommes, moitié de femmes. Et donc, si on a déjà beaucoup d'hommes, on va continuer à appeler en espérant d'avoir des femmes d'une certaine façon. Donc c'est un peu une logique de quota. En communauté germanophone dont j'ai déjà parlé, ils sont à 10%. Pour un premier tirage au sort d'une certaine façon. Et c'est là aussi probablement un élément important, c'est que ce sentiment d'incompétence, il peut peut-être se construire à travers le temps en montrant quoi? D'une part, c'est que mon voisin, ma voisine était tirée au sort, il est aussi bête que moi et pourtant il est allé.
Ou au contraire, en fait, oui, il ne se sentait pas à l'aise, mais en fait, il m'a expliqué ou elle m'a expliqué que j'aurais pu. Et donc, lors de la deuxième fois, une troisième fois, lorsque le téléphone ou la lettre va arriver, j'aurais tendance à dire oui. Donc, l'enjeu, c'est aussi un phénomène d'apprentissage et de rendre les citoyens compétents. Donc, je crois que derrière ça, et c'est là où je pense que le tirage au sort est vraiment un moyen. Dans un monde idéal, dans une démocratie idéale, on n'a pas besoin de tirage au sort. C'est juste qu'à un moment donné, lorsqu'on prend une décision, ben, tous ceux qui sont concernés viennent. Le problème à l'heure actuelle, c'est que ce n'est pas le cas. C'est le micro qu'il faut, je pense, relancer. Voilà. Tu en as déjà un petit peu parlé de la communauté germanophone. Hein. Donc, je rappelle, en février donc 2019, la communauté germanophone a institué une délibération citoyenne permanente. Hein, et donc, dans lequel des membres sont tirés au sort. C'est une première en Belgique. Tu en as déjà un petit peu parlé. Je sais que tu as suivi ce processus de près. Après un an maintenant d'instauration, quel bilan on peut retirer de cette expérience? Tout à fait. Et donc la communauté germanophone, c'est une première, pas parce qu'on n'avait encore jamais eu recours au tirage au sort, donc ça on en a déjà discuté, et pas non plus parce que c'est une première de démocratie délibérative. La communauté germanophone avait déjà fait un premier dialogue citoyen, un one-shot. Et donc depuis les années 2000, différentes entités les ont fait. Là où c'est une première belge, mais aussi mondiale, en fait, c'est cette volonté d'être permanent, c'est de se dire, à côté du Parlement, il y a cet organe, ce conseil citoyen, qui a vocation aussi longue, a aussi des durées à déterminer, et c'est là où ça change les choses. Cet organe, ce conseil citoyen, Bürgerrat en allemand, est composé de 25 citoyens tirés au sort. Et lui s'est déjà réuni à plusieurs reprises depuis le lancement, depuis septembre 2019, pour justement préparer le terrain vers une première assemblée citoyenne. D'autres citoyens vont être tirés au sort pour discuter d'une thématique, la gestion des soins de soins de santé, la gestion des soins d'une certaine façon, comme dit Germanophone. Et le choix de la thématique, à nouveau, il ne vient pas uniquement de ces 25 citoyens tirés au sort, il vient en fait d'un appel. Et donc, ils ont fait un appel en disant, ben voilà, vous qui habitez en communauté germanophone, faites-nous part de vos idées. Et évidemment, il y a eu beaucoup d'idées qui sont arrivées et ils ont fait un premier choix par rapport à ça. Les idées qui ont été faites, qui n'ont pas été retenues, pourraient revenir devant. Et donc, cette assemblée citoyenne s'est réunie pour la première fois le 7 mars, si je ne me trompe, et comme beaucoup d'activités, a connu une interruption assez forte au cours des derniers mois. Elle va reprendre normalement au mois de septembre pour encore 2 journées de discussion, et après, les recommandations qui auront été faites vont retourner au Parlement. Ce Parlement, il n'a pas d'obligation formelle de mettre en œuvre dans un décret ce qu'il a dit. Par contre, il a une obligation formelle de dire ce qu'il va en faire et de justifier. Ce sera facile s'il dit j'ai suivi. Ce sera évidemment plus compliqué si jamais il dit qu'il s'écarte, mais il peut avoir des bonnes raisons de s'en écarter, de ne pas le faire. Mais, et c'est là à nouveau la nouveauté, c'est que le fameux Conseil citoyen, cet organe permanent, va pouvoir suivre en fait et pouvoir dire au Parlement, ne nous oubliez pas, ou s'il ne les oublie pas, de dire est-ce que vous avez bien répondu à ça parce qu'il y avait ça, etc. Et puisque aussi le Conseil citoyen a la possibilité de refaire d'autres assemblées citoyennes, peut-être qu'une des réponses sera de dire cette recommandation, elle n'est pas assez aboutie, ou ceci, c'est pas dans notre champ de compétences. Et le Conseil citoyen pourrait très bien dire, ok, très bien, c'est vrai, effectivement, mais on va demander à des citoyens de retravailler là-dessus et de poursuivre le travail. Donc, on voit un petit peu ce mécanisme alors permanent et ce dialogue, c'est pour ça qu'il l'appelle le dialogue, va se mettre en place. Un élément qui était aussi particulièrement intéressant pour la communauté germanophone, bien sûr, on peut dire que c'est une petite communauté et donc un petit parlement, mais les 25 parlementaires, ils étaient 23 à voter ce soir-là, ont voté à l'unanimité pour ça, alors qu'ils ne sont pas tous dans la majorité d'une certaine façon. Donc là, on a vu aussi quelque chose d'assez fort en disant, il faut vraiment pouvoir aller de l'avant. On ne t'entend pas, Camille. Et là, je ne crois pas. Voilà. Voilà. On va passer tout de suite aux questions des personnes qui nous suivent en direct. Alors, il y a ici une première question qui nous arrive sur le chat YouTube, une question de Virginie qui dit qu'en est-il de la délibération collective où les systèmes de domination peuvent se rejouer dans des échanges, des débats entre personnes?
Question complexe. Oui, ben merci à Virginie. C'est une belle question. Et c'est clair que, évidemment, l'idée, par essence, du tirage au sort, c'est de récupérer la diversité de la réalité sociale. Et donc, forcément, il y aura des gens qui vont prendre nettement plus de place que d'autres. La réponse qui est donnée par rapport à ça, c'est qu'il y aura une facilitation, au moins dans un premier temps. Et cette facilitation, ce sera une personne qui est professionnelle de la facilitation qui va s'assurer que les uns et les autres trouvent leur place, en fait. Et trouver leur place, ça veut dire pour certains les faire taire de temps en temps, et pour d'autres, justement, les amener à la parole. Ce n'est pas un travail facile, c'est pour ça que c'est des professionnels, et que ça a un coût, d'une certaine façon, un coût non négligeable. Et donc, dire qu'on va faire la démocratie délibérative comme ça ne s'improvise pas d'une certaine façon. Il y a un protocole méthodologique d'une certaine façon à respecter pour s'assurer d'eux. Donc ça, c'est un premier élément. Un deuxième élément, c'est tout le volet information et formation d'une certaine façon qu'on va mettre dessus. Et là, ce ne sera pas aux facilitateurs, à la facilitatrice de mettre ça en place. C'est aux organisateurs d'une certaine façon de concert avec cette personne facilitatrice, mais de dire, OK, quelles sont les informations dont les citoyens vont avoir besoin. Et là, on va typiquement mobiliser un comité d'accompagnement, un comité scientifique qui va dire, voilà, ce serait bien qu'ils écoutent telle et telle personne. Mais ce qu'on va faire qui est encore plus intéressant, et pas nécessairement le premier jour, mais au fur et à mesure du processus, c'est de dire aux citoyens eux-mêmes, de quoi est-ce que vous avez besoin pour avancer? Est-ce que vous avez besoin d'informations de ce type-ci, de discuter? Et c'est pour ça, et on prend le cas de l'Irlande, en fait. Dans le cas irlandais, donc ces citoyens qui ont délibéré avec ces élus, ils ont rencontré non seulement des spécialistes, des personnes, des médecins qui pratiquaient l'avortement quand ils ont discuté d'avortement, des personnes qui avaient l'habitude de la situation, mais aussi qui des représentants des évêques, mais aussi des représentants des associations en faveur des droits des homosexuels, par exemple. Et donc, on voit bien que l'enjeu n'est pas d'avoir de l'expertise purement objective. Non, au contraire, c'est de nourrir avec beaucoup d'éléments subjectifs, en fait, ces citoyens, pour qu'ils puissent, aussi sur base de leurs propres croyances, évidemment, réunir des événements. Donc, c'est ces éléments-là qui vont faire en sorte, à la fois la cessation et la formation et l'interaction qu'on leur donne, qui vont faire en sorte que, progressivement, et pas nécessairement le premier jour, les choses vont se lisser pour aller vers cette délibération. En sachant que on ne va pas refaire les personnes non plus, et donc il y a des personnes qui prendront plus de place que d'autres, mais de faire en sorte que le processus lui-même permette d'aller vers ça. À un moment donné, il y a dans certains cas, on va devoir voter sur des recommandations. C'est pas interdit que des personnes disent, au final, moi, après avoir beaucoup réfléchi, je ne suis pas toujours d'accord. Et je vais expliquer pourquoi. Et ça, je crois que c'est aussi la force de la délibération. La délibération n'est pas simplement un consensus un peu mou, une sorte de monde de bisounours où tout le monde il est beau, il est gentil. Non, c'est justement de mettre ensemble des personnes avec des avis différents et de voir jusqu'où est-ce qu'ils peuvent aller en matière de diversité. Et si déjà ils arrivent à dire que voilà sur certains points on est d'accord et voilà sur d'autres on n'est pas d'accord, je pense qu'on a déjà fait des pas importants dans une bonne direction en matière de prise de décision collective. Alors, tout de suite, une question de Jérémy qui nous dit, est-ce que, avec votre expérience, vous avez pu prendre la température du côté des politiques? Comment est-ce qu'ils réagissent en général quand vous leur parlez d'une assemblée citoyenne qui les remplace ou qui constituerait quand même un contre-pouvoir? Merci à Jérémy. Eh ben, nos hommes et nos femmes politiques, et c'est probablement pour ça que ce sont nos représentants, ils réagissent en fait de la même façon que les citoyens réagissent, avec les mêmes types de questionnements. Il y a des personnes qui sont très emballées, et ça, elles sont minoritaires. Il y a une minorité qui pense ça complètement fou en se disant non, il y a une sacralité d'une certaine façon de la prise de décision, un représentant de la nation d'une certaine façon, avec, sans peut-être le dire aussi explicitement, mais un objet de connaissance, d'expertise, de compétences derrière ça. Et il y a toute une série de profils qui voient d'une certaine façon des avantages et qui disent moi d'une certaine façon je le fais déjà, je vais beaucoup sur les marchés, j'ai beaucoup de permanence sociale, etc. Et donc ça c'est intéressant, ils disent je le pratique. D'autres qui disent aussi moi je fais beaucoup de ça, mais en fait les gens ne viennent jamais chez moi. Donc il y a différents niveaux d'une certaine façon d'argumentation par rapport à ça, entre des positions très ouvertes ou très fermées d'une certaine façon. Ce qu'on a pu voir au travers du temps, et ça c'est intéressant, et là je pense que, et toute modestie gardée évidemment puisque j'ai joué un rôle important, le GMI a mis sur le devant de l'agenda politique cette façon un peu différente de faire de la politique, ou en tout cas de réfléchir à des enjeux collectifs, puisqu'il n'y avait pas de question dans le cadre du GMI de faire une décision politique.
Et lorsqu'on regarde notamment les programmes électoraux, mais aussi lorsqu'on discute avec des élus, et ça on a pu le faire avec différents collègues, c'est que après ça, l'idée d'amener davantage vers la démocratie participative / délibérative, et les choses ne sont pas toujours claires, est beaucoup plus présente. Mais là où il reste une vraie ligne de fracture, c'est sur l'aspect consultatif au décisionnel. Je pense qu'aujourd'hui, la plupart des hommes et femmes politiques disent qu'on doit faire par des panels citoyens, mais ça doit rester consultatif. Que le vrai cœur de la décision doit rester aux mains des élus pour une série de raisons, parfois pour des bonnes raisons de dire c'est complexe parce qu'il y a beaucoup de dossiers en même temps à gérer d'une certaine façon, ou pour des raisons que je trouve moins convaincantes, qui est de dire on est plus malin qu'eux d'une certaine façon. Donc là, il y a des enjeux, mais les choses bougent et on le voit avec la communauté germanophone, on le voit avec Bruxelles que j'ai mentionné, mais ces liens de plus en plus forts. Je crois qu'on est arrivé à un moment donné et la crise qu'on traverse pour l'instant nous renvoie d'une certaine façon en comment on organise cette prise de décision. Et ce qui est très clair dans la situation actuelle, mais finalement elle n'exacerbe que certaines réalités qui étaient déjà sous-jacentes, c'est le besoin de chacun d'entre nous de pouvoir donner son avis, de pouvoir être écouté, mais aussi d'une certaine façon, ça c'est le côté un peu pervers, de penser que chacun d'entre nous, on a la bonne solution. Mais le problème, c'est quand on vit collectivement, c'est que si tout le monde pense qu'il a la bonne solution, mais qu'il n'a pas la même solution, c'est qu'on n'a pas arrivé loin. Et donc ça, cette idée de pouvoir se mettre à table et pouvoir discuter, ça c'est quelque chose qui, je pense, est important et va devoir nous mener plus loin. Ce ne sera pas évident d'une certaine façon. Mais en tout cas, ça permettra probablement d'avoir une meilleure décision parce que plus en lien avec ce que les uns et les autres demandent, hein, puisque on a vu qu'en fait, plus une décision était prise par une diversité de personnes, meilleure elle était. Et d'autre part, ce qu'on peut espérer, c'est une meilleure adhésion. Mais là, il y a une difficulté avec la démocratie tout court et délibérative en particulier, c'est que si c'est un petit groupe de personnes, ce mini-public, comment est-ce qu'on passe vers le maxi-public? Et là, il va falloir trouver des solutions. Ouais, donc on voit que c'est pas simple, mais on voit aussi que ça fleurit un peu partout. Hein. Tu as donné quelques exemples et à un moment donné, j'ai l'impression aussi que le politique sent qu'il y a des envies de se réapproprier aussi la décision et à un moment donné, l'opinion publique, elle est là aussi. Hein. Et alors, on a une question de Loïc qui se demande le coût du tirage au sort par rapport à d'autres systèmes. Oui. Sur la question stricte d'un tirage au sort, parce que c'est la même technique qu'un sondage, ça coûte le prix d'un sondage d'une certaine façon. Donc, si on dit comment est-ce que j'obtiens un échantillon, et je l'ai dit tantôt, j'aime pas le terme représentatif, puisque dès qu'une personne dit qu'elle ne va pas venir, ça ne va pas aller, et que ce qui est recherché par la démocratie débative, c'est une diversité plutôt qu'un miroir parfait. Donc, ce sera le même coût, puisque c'est un échantillon probabiliste d'une certaine façon. On va tirer au sort dans une base de données. Idéalement, et ça c'est la meilleure qu'on ait en Belgique, c'est le registre national dans lequel on met aussi le registre des étrangers. Mais ça veut dire que ça exclut une série de personnes, évidemment, ceux qui n'y seraient plus, qui n'auraient plus le droit, ou ceux qui n'y seraient pas du tout, qui soient SDF par exemple, ou qui soient illégaux. Donc là, voilà, c'est une base de données. D'autres, en fait, et on sait que en Belgique, il y a 99% des Belges qui ont un téléphone, et donc ça, c'est une autre façon de faire. Et donc, on peut passer par une numérotation aléatoire du téléphone. Et donc ça, le coût est le même. Et donc, pour donner un exemple, on est, si on veut faire une enquête, par une société de sondage classique, on est facilement sur 20-30 000 euros pour avoir un tirage au sort. Après, la difficulté, elle est d'où par rapport au tirage au sort, par rapport à une enquête, c'est que lorsqu'on a une personne au bout du fil ou par lettre, elle n'a pas encore dit oui. Et on sait qu'il y a plus de chances qu'elle dise non qu'elle dise oui. Et donc, forcément, il faudra envoyer plus de lettres ou faire plus d'appels. Donc ça va augmenter le coût. Et surtout, lorsqu'on a fait ça, il va falloir les faire venir alors dans le système et par exemple, les rémunérer, ça on en a discuté, mais aussi leur permettre au moins d'avoir leurs frais de déplacement, de faire venir les facilitateurs, etc. Donc là, il y aura un coût. Pour donner une échelle un peu de grandeur, on est facilement sur un processus de 3 week-ends avec une grosse vingtaine de personnes qui tournerait autour de 100 000 euros. Et donc là, on peut dire, c'est abominablement cher, on peut faire beaucoup moins cher, hein, dans nos associations, dans les écoles, on peut faire moins cher, certainement. Il faut le mettre par rapport à deux autres coûts. On sait que organiser une élection, ça coûte 1,50 € si on vote papier, c'est 4 € si on vote par électeur, si on vote électronique. Donc là, on voit qu'on a quelques millions en réserve d'une certaine façon.
Mais aussi, et ça vaut aussi pour les élections, c'est quel est le coût de la non-démocratie? On peut penser évidemment aux violences éventuelles lorsque des personnes se sentent vraiment flouées par le système, mais on peut penser tout simplement au fait qu'une série de personnes se sentent à la marge du système et ne s'y retrouvent plus, et que ça aussi, d'une certaine façon, ça a un coût. Donc voilà par rapport à ça. Donc le coût du tirage au sort, en tant que tel, c'est vraiment celui d'un sondage. Et donc, on sait que des sondages, j'en ai beaucoup, les médias les font, les partis politiques les font. Donc, ça, c'est un coût qui est non négligeable et que toute institution ne peut pas se le permettre. Mais d'un autre côté, eh bien, il y a d'autres coûts que les institutions prennent aussi en charge. Donc, par rapport au budget de la communauté germanophone, le dispositif, il est justement celui-là. On parle d'un budget qui tourne autour de 100 000 euros. Mais par rapport au budget du Parlement, qui est presque 100 fois supérieur d'une certaine façon. Et je ne dis pas que tout doit être consacré à ça d'une certaine façon. Mais donc, on voit bien que le coût, il est acceptable par rapport à l'enjeu qui est démocratique qui est derrière. Mais on ne peut pas le nier. Ok, alors en fait, c'est encore une question de Loïc qui se pose la question de la neutralité durant les débats. Tu as dit que les débats étaient facilités aussi par des personnes compétentes. Mais comment est-ce qu'on gère cette neutralité? Comment est-ce qu'on gère les débats concrètement? Loïc, lui, il se dit impossible d'avoir une neutralité pendant les débats. Voilà, qu'est-ce que tu en penses? La première chose, c'est que pour les participants, l'enjeu n'est pas d'être neutre. Donc ça, c'est un élément important. C'est justement, ils doivent venir charger de leurs émotions, de leurs croyances, de leurs sentiments, de leurs opinions. Je donne souvent un exemple qui me parle beaucoup. Dans la dernière phase du G1000, qui est un panel citoyen plus classique, on l'a appelé le G32, les citoyens devaient discuter, et ils avaient décidé de discuter de la question du travail. Et évidemment, un des volets était la question de la discrimination au travail. Dans la salle, et souvent on travaille par petits groupes, ce qui permet déjà de donner son avis plus facilement, il y avait une personne qui était voilée, et face à elle, il y a une dame qui était très anticléricale d'une certaine façon, ou en tout cas qui avait une vraie volonté affichée contre le port du voile. Et donc évidemment, il y a eu des étincelles. Et évidemment, ça s'est mal passé, il y a eu des pleurs d'une certaine façon. Mais au moins, chacune de ces deux personnes n'est pas restée en silo. Et donc pour discuter d'une question aussi importante que les questions de discrimination, elles étaient l'une et l'autre face à ça. Et elles ne seront certainement pas devenues amies, mais elles auraient pu discuter et délibérer. Donc ça, c'est un premier élément. Donc la neutralité, on n'attend pas des personnes qui vont venir. Justement, au contraire, elles doivent venir avec toute leur subjectivité. On n'attend pas non plus des personnes ressources. Donc souvent, on va penser aux experts et on va penser que les experts sont neutres. Moi, je crois qu'ils ne le sont pas nécessairement. Ils ont peut-être un regard davantage objectif d'une certaine façon, mais moi je préfère les appeler de personnes ressources, c'est des personnes qui vont se mettre à la disposition des citoyens pour répondre à leurs questions. Et ils vont venir aussi. Et donc ça, à nouveau, on ne parle pas de neutralité. Là où on devrait plus parler de neutralité, éventuellement, c'est par rapport aux personnes qui vont faciliter. Elles ne sont en fait pas neutres sur leurs opinions parce qu'elles ne sont pas là pour ça. Et donc, la neutralité est à 100% ou à 0% dans le sens où elles doivent être là, mais on ne veut pas avoir leur avis. Leur travail, c'est de permettre en fait les échanges entre les autres. Et ces échanges-là, ils doivent être subjectifs. Donc cette neutralité, ce n'est qu'une toute petite parcelle de la délibération qui doit être largement en fait pas neutre d'une certaine façon. Donc j'espère répondre à cette deuxième question de Loïc par rapport à ça. Mais donc c'est un élément qui est important. Donc au plus il y aura la diversité et de la diversifier, au mieux ce sera d'une certaine façon. Et donc le consensus qui arriverait éventuellement ne serait pas une neutralité en fait douce, mais c'est véritablement le fruit des différentes subjectivités qui auraient trouvé un accord par rapport à ça. Alors, on va passer à une autre question, une question de Marianne, qui dit, voilà, si un élu ne fait pas un retour exact des décisions prises en collectivité, donc durant ces assemblées, est-ce qu'il y a des recours légaux contre ces éventuels abus de pouvoir? Parce qu'elle cite notamment Nétis, voilà, où elle dit que les politiques sont par moments intouchables. Comment en fait se dire, c'est bien beau de délibérer ensemble, mais est-ce qu'on va voir le fruit de tout ça? Est-ce qu'il y a des abus? Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Une réponse en plusieurs temps, et merci à Marianne pour cette question qui me semble être importante aussi, c'est de se dire le principe même de l'élection et qui pour moi est meilleur d'une certaine façon que le tirage au sort, c'est cette reddition de compte. C'est de dire, vous qui vous présentez aux électeurs, pensez à la prochaine fois.
parce que la prochaine fois, vous ne pourriez pas être élu. Voilà, pour une série de raisons, on sait que cette reddition de compte se passe peu. Et d'une certaine façon, certaines mauvaises langues diraient même, c'est justement ceux qui font les pires choses qui sont encore réélus. Et donc ça nous renvoie à nous-mêmes, électeurs, d'une certaine façon. Donc ça, c'est un premier élément, c'est que hors tirage au sort, hors démocratie délibérative, cette question-là se pose, elle est clairement là, et on doit pouvoir y travailler. Elle peut se travailler par la publicité, d'afficher et de voir clairement ce qui est dit, par une question de transparence, aussi savoir comment sont prises les décisions. Et il nous restera alors notre pouvoir en tant qu'électeur dans une démocratie représentative de pouvoir dire, non, cette personne-là, on estime qu'elle n'a pas bien fait son boulot et qu'elle puisse être sanctionnée. On a aussi, et là c'est à nouveau, on peut critiquer beaucoup les partis politiques, mais ils ont aussi ce travail-là d'une certaine façon, de pouvoir justement s'assurer que leurs élus, justement, soient impeccables. Et on va dire, non, les partis politiques ne font pas ça, mais en tout cas, c'est leur force possible et on sait qu'il y a des processus en interne qui peuvent. Mais disons, mettons ça de côté parce que c'est pas l'objet de la discussion. Comment est-ce qu'on peut voir ça alors dans une démocratie délibérative? La première chose, c'est qu'on pourrait imaginer cette démocratie délibérative, comme on l'a dit, et ça c'est un peu le modèle germanophone, où il n'y a pas d'élus qui siègent. Et donc là, on est un petit peu embêté par rapport à nos 25 citoyens tirés au sort, parce qu'eux, ils n'ont rien promis à personne. Et donc s'ils font n'importe quoi, c'est juste dû au hasard, d'une certaine façon. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'ils ne sont pas là éternellement. Donc il y a ce processus de rotation. Et donc là, on va pouvoir se dire, d'autres citoyens vont pouvoir corriger après eux d'une certaine façon. Donc ça, c'est un premier garde-fou. L'autre élément, c'est que en sachant qu'ils ne sont pas là éternellement, ils ne vont pas connaître non plus tout le rouage du système, etc. Ils ne seront pas dans une logique partisane non plus. Donc ça, c'est un autre élément qu'il faut prendre en compte. Et surtout, et c'est là où la dimension permanente devient intéressante, c'est que d'autres citoyens vont faire le suivi et vont s'assurer, alors que les élus qui vont recevoir les recommandations vont pouvoir faire le suivi. Donc là, on voit que le système est un peu mieux établi d'une certaine façon par rapport à ça, mais il en reste vrai que dans un système où le dernier mot revient aux élus, là, il va falloir se dire comment est-ce qu'on peut contrôler les élus mieux que ce qu'on pourrait le faire à l'heure actuelle, éventuellement. Merci, Mignon. On voit que tout ça, ça reste à penser, mais effectivement, il faut, ça doit être pointé du doigt, évidemment, pour éviter des abus. Alors, une question de Judith. Alors, je retombe dessus. Voilà, Judith se pose un peu la question de l'échelon, en fait. À quel niveau territorial ou sur quelles compétences le tirage au sort te semble le plus pertinent, en fait? À quelle échelle? Ouais. Merci à Judith pour la question. Et en lien avec la précédente, finalement, je crois qu'on est face à un processus d'apprentissage, en fait. Et on voit, et ça, je crois que c'est important. Et je crois que c'est vrai pour la démocratie, en fait. Je pense qu'il n'y a pas de démocratie idéale. En démocratie, peut-être plus que l'objectif même, c'est le chemin qui compte. Et cette démocratie délibérative, c'est un peu ça, cette idée, c'est qu'on va devoir délibérer ensemble nos règles collectives. J'en arrive alors à la question de Judith, qui est de dire, où est-ce qu'on peut mieux le faire? Ma réponse est de dire à n'importe quel niveau. Partout là où on pense que les décisions doivent être prises d'un point de vue démocratique, on doit pouvoir le faire fonctionner. Bien sûr, et je pense que toutes les personnes ce soir vont se dire le niveau local s'y prête bien, et je pense que c'est vrai. On sait aussi, quand on le regarde de plus près, que le niveau local, c'est parfois celui qui est le moins démocratique. C'est là où on a le plus de majorité absolue. C'est là où c'est souvent les mêmes qui restent d'une certaine façon. C'est là où, par exemple, mais bon, on pourrait dire que c'est pas un bon critère, qu'il n'y a pas vraiment de presse pluraliste. Ou en tout cas, c'est moins vrai d'une certaine façon. C'est là aussi où les gens se connaissent le mieux. Et souvent, quand ils se connaissent le mieux, c'est pas facile de les faire travailler ensemble d'une certaine façon, parce qu'ils ont déjà beaucoup d'a priori. Ou en tout cas, ça prendrait plus de temps. Donc, on voit qu'il y a des avantages avec la proximité du local, que ça nous touche directement. On voit aussi qu'il y a toute une série de choses à garder à l'esprit au niveau local, parce que, voilà, il y a une série de dynamiques propres à la démocratie locale. C'est aussi là, d'une certaine façon, que les citoyens gardent le plus confiance. Et donc, quand on fait des enquêtes d'opinion, on voit effectivement que plus on monte, moins il y a de confiance. Donc voilà, mais je pense que le niveau local s'y prête bien. Et puis, si on monte les niveaux, le niveau régional en Belgique ou le niveau provincial se prête bien aussi parce qu'il y a une série de normes, en fait, qui doivent justement se prendre et que sur un territoire plus grand qu'une commune, la diversité est aussi beaucoup plus grande. Et on le voit aussi dans la gestion ici du Covid-19, c'est que dans certaines communes, il n'y a même pas eu de difficulté en tant que telle. Mais
voilà, notre démocratie, c'était aussi à l'échelon provincial, régional, et on voit qu'il y a une diversité. Et donc, dans ce cas-là, je pense qu'elle doit alors s'appliquer. Et justement, c'est important d'avoir les différents points de vue qui viennent se mettre en place, plutôt que d'avoir un groupe de personnes qui dominent. Le niveau fédéral en Belgique, il est compliqué parce qu'il y a les fameuses deux langues, deux communautés, deux démocraties et ce qu'on veut. Ce qu'on a pu montrer dans le cadre du G1000, c'était intéressant, c'est que il y avait 3 types de tables. Premier et deuxième type étaient les mêmes, c'est des tables unilingues francophones, unilingues néerlandophones. Et il y avait un troisième type qui n'était pas des tables bilingues, où on parlait les deux langues avec interprétation simultanée. Donc les personnes qui étaient là n'étaient pas bilingues, mais en fait, on pouvait avoir une interprétation. Pourquoi est-ce qu'on a fait ce choix-là? C'était simplement un choix pragmatique. Ces fameux facilitateurs dont je vantais les qualités, on n'en avait pas suffisamment qui étaient capables de travailler dans les deux langues. On en avait un tiers qui était capable de le faire. Les deux autres tiers, en fait, se sentaient uniquement à l'aise, et c'était important de garder ça à l'esprit dans leur langue. Mais ce qu'on a pu montrer, c'est que entre le début de la journée de délibération et la fin, les participants qui étaient à des tables unilingues, leurs préjugés sur l'autre communauté ont grandi. Et donc, ils ont parlé des flamands s'ils étaient des francophones, et ils ont parlé des francophones s'ils étaient des flamands, parce qu'on a discuté de sécurité sociale, on a parlé d'immigration, et en fait, leurs préjugés ont grandi. Ils étaient entre eux. Alors que ceux qui étaient assis à des tables où on parlait les deux langues, eh bien, leurs préjugés sont restés les mêmes. Donc, le fait de délibérer avec des personnes de l'autre langue, de l'autre communauté, a au moins, donc ça n'a pas diminué, mais a au moins permis de se rendre compte, voilà, les préjugés que j'avais, je les garde d'une certaine façon, mais par rapport aux autres où les préjugés avaient augmenté. Donc ça, je crois que ça montre aussi qu'au niveau fédéral belge, c'est quelque chose qui peut aussi se réaliser. Au niveau européen, il y a de plus en plus d'expériences, c'est pas évident, évidemment, il y a les distances, les langues, etc., mais ça fonctionne aussi. Mais évidemment, plus on monte d'échelon, et ça se voit aussi, et il y a des projets de le faire de délibération mondiale d'une certaine façon, se pose la question alors du retour vers ce maxi public. Au plus forcément on est haut et au plus la population est grande, au plus se pose la question d'une certaine façon. Mais il y a évidemment des enjeux qui sont planétaires, notamment la lutte contre le réchauffement climatique, qui mériteraient d'être pensés par rapport à ça. Mais on voit bien alors que à chaque niveau de pouvoir se posent des enjeux un peu différents. Et donc, évidemment, à chaque niveau de pouvoir, il faut réinventer des modalités différentes, des processus différents. On imagine que ce n'est pas évident, mais voilà, là, je pense qu'il y a déjà pas mal de pistes, hein, notamment pour des bourgmestres. On voit de plus en plus fleurir des échevins de la participation citoyenne. Ça, voilà, je pense que des outils et des pistes, t'en as dit pas mal. Je pense qu'il y a de quoi faire. Alors, on a une autre question de Frédéric. Frédéric, qui a participé au Parlement citoyen climat, qui est organisé en province de Luxembourg, et qui dit pour qu'il y ait une bonne délibération, il faut qu'il y ait une information. Sinon, le débat risque d'être pauvre, et il demande un petit peu ce que tu penses de ça. Je suis entièrement d'accord, et moi je n'ai jamais participé à une délibération, donc je suis moins expert que Frédéric, et merci pour cette question par rapport à ça. Mais ma réponse est effectivement dans cette direction-là. Je pense qu'il faut de l'information, mais il faut aussi la penser. Il y a ce dicton populaire, trop d'informations tue l'information. En tout cas, ce que je sais, c'est que trop d'informations tue la délibération. C'est que lorsqu'on invite des personnes à délibérer, et si justement la sélection, qu'elle a été faite par tirage au sort, ce que je recommande, ou par une autre façon, c'est des personnes qui d'habitude n'ont pas l'occasion de délibérer. Et ce que ces personnes-là doivent venir dire, c'est d'abord déposer leurs problèmes. Et si moi j'ai des problèmes, typiquement, c'est parce que devant chez moi, il y a des trous dans la rue, parce qu'il y a des crottes de chien, etc. Et donc ça, c'est un premier élément. Et ça ne demande aucune information, en fait. C'est un endroit où on va pouvoir venir déposer ces problèmes. Lorsqu'on a fait ça, c'est le moment où on va pouvoir commencer à discuter avec les autres, reconstruire. Et c'est à ce moment-là, je pense qu'il faut de l'information. Ce qu'on a déjà vécu dans différents processus, c'est que donner de l'information trop tôt, ça fait se crisper les gens et ça fait en fait renforcer les inégalités qu'on justement on essaie de combattre. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous avez quelqu'un qui vient donner de l'information, ça va toucher certaines personnes qui généralement ont déjà de l'information et ça va laisser les autres de marbre et donc ce fossé va grandir alors que justement on essaye. Ça peut aussi crisper les uns et les autres et ça revient à une des questions, c'est parce que l'information pour certains va se sentir biaisée, etc. et qu'ils vont être frustrés que les autres ne le voient pas, etc. Donc je crois qu'il faut un terreau favorable aussi, il faut avoir préparé les participants à recevoir de l'information.
typiquement, ce qui se passe dans un processus comme celui-là, c'est qu'il va y avoir un document de briefing. On va expliquer en fait les différents éléments. La Fondation Roi-Baudouin a organisé une série de panels citoyens par rapport au pacte d'excellence. Et donc là, je crois que ça valait la peine d'expliquer quels sont les éléments en fait qui se trouvent dans cette réforme, quels sont les éléments à prendre en compte pour ne pas réinventer la roue, mais surtout pour que les gens viennent en sachant que d'une personne à l'autre, certaines personnes auront lu, d'autres personnes n'auront pas lu. Donc, il faut quand même recommencer depuis le début. Et puis, progressivement, c'est de laisser alors faire venir les citoyens dans le cadre de la délibération, dire quels sont leurs besoins. Et ça, c'est aussi le travail du groupe de dire, OK, moi, je crois qu'on doit avancer là-dessus. Mais c'est aussi aux facilitateurs, aux organisateurs de dire, OK, là-dessus, ça bloque, en fait. On sait qu'il y a des choses qui existent, il faut le faire savoir et donc de les amener. Et donc, l'information est importante, en sachant aussi, je crois que c'est un élément à garder à l'esprit, qu'on n'attend pas de participants, de citoyens qui deviennent des experts. Ce qu'on attend d'eux, selon moi, mais je pense qu'on s'y retrouvera, c'est en fait des éléments de principe. Un exemple, par exemple, que je donne du GMI, qui est parfois un peu frappant pour certains, c'est que dans le cas du fameux G32, ils ont proposé comme une façon de lutter contre les coûts salariaux, ou le trop haut coût salariaux en moyenne par rapport à d'autres pays voisins, de dire on va faire un soda index. Et ça, pour certains, ça faisait hurler. Mais ils ont dit, on va dire ce soda index, il ne sera que pour les hauts salaires. Et donc, on va immuniser les bas et les moyens salaires de ce soda index. Et donc ça, je pense que c'est un élément de principe. Je ne pense pas que c'était à eux de dire c'est quoi précisément un bas et un moyen et un haut salaire. Donc, on voit bien le différent de niveau. Je crois qu'on doit demander à des citoyens qui délibèrent de dire quels sont le cadre dans lequel on veut organiser la démocratie. Et puis ensuite, il y a des actions, il y a des organes, etc., qui peuvent venir faire une série de propositions, qui mettre en place la réalité des choses. Ok, alors on a une autre question qui fait un petit peu écho à ce que tu disais avant par rapport aux effets de ce genre de processus. Hein. Tu disais notamment entre Flamands et Wallons, où finalement la rencontre de l'un et de l'autre ont fait diminuer les préjugés sur une ou l'autre communauté, hein, ce qui est assez fou en fait comme effet. Vu que tu as suivi un petit peu ce processus de près, il y a Claudine qui se demande quels sont les effets en fait que produit cette nouvelle forme de démocratie sur les citoyens qui en font l'expérimentation. Comment est-ce qu'ils ressortent de ces assemblées en fait? On aurait voulu, et ça pour les personnes qui nous écoutent, on aurait voulu ce soir avoir quelqu'un, un autre invité, une ou un autre invité qui fait partie de ce projet de la communauté germanophone, de cette assemblée citoyenne, mais malheureusement, ils étaient en réunion ce soir, donc personne n'a pu être présent, mais Mine, tu peux peut-être nous en dire un mot, quels sont les effets, comment ces citoyens ressortent justement de ces processus? Oui, merci à Claudine, c'est une question très chouette. Parce que c'est aussi probablement de ça dont on parle ce soir, c'est la dimension humaine en fait de la démocratie. Et ça, je crois qu'on l'a vécu aussi au cours des derniers mois. Voilà, on est évidemment des citoyens, mais aussi on est des êtres humains, je pense. Et ça, c'est important. Et ces êtres humains qui participent, souvent, ça a été un effet assez transformateur. Il faut se placer aussi d'une certaine façon sur l'aspect purement aventure humaine. Sauf quand on était jeune, ça fait longtemps qu'on ne s'est plus retrouvé avec des inconnus dans un premier temps à devoir discuter de choses un peu sérieuses, etc. Donc c'était à l'époque peut-être des mouvements de jeunesse, pour certains c'était les retraites à l'école, etc. Mais c'est un peu ça, cette dynamique-là, c'est de se dire voilà. Et en plus de ça, on a une mission collective qui est non négligeable. Et donc souvent, en fin de processus, c'est comme à la fin de colonies de vacances, les gens s'échangent leurs contacts, etc., rêvent de se revoir, etc. Donc il y a une vraie dimension humaine par rapport à ça. Mais peut-être que c'était pas pour ça que vous étiez là ce soir. Au-delà de ça, beaucoup en fait, si pas tous, disent à quel point en fait c'est une expérience qui les marque sur leur citoyenneté d'une certaine façon, à quel point c'était important pour eux de pouvoir y contribuer. Comme peut-être beaucoup d'entre nous, on se dit, on aimerait faire plus pour notre pays, pour notre société, etc. Et là, ils ont l'occasion de le faire et ils y prennent vraiment au sérieux. Ils ont travaillé, et souvent beaucoup de personnes le disent, c'est que depuis les temps où ils étaient à l'école, et pour certains, ça fait très longtemps, ils n'avaient jamais autant travaillé comme ça. Et donc là, il y a vraiment quelque chose qui se fait. Et alors, d'un point de vue plus politique, souvent, je l'ai évoqué, beaucoup disent, moi, je comprends mieux alors le travail des hommes et des femmes politiques. J'ai une plus grande reconnaissance par rapport à ça parce que je vois toute la complexité de ce travail-là. Et certains, et ça arrive, ce n'est pas
ce n'est pas 100% des gens, mais souvent quelques personnes dans un panel citoyen vont à un moment donné souvent faire le pas et vont se dire, je vais m'engager. Parfois, c'est dans une liste citoyenne, parfois, c'est pour un parti plus classique. Et donc, de faire le pas, de dire, voilà, moi, cette expérience-là m'a fait de sorte que ça se passe bien et j'ai envie de faire plus. Quand est-ce que les choses se passent mal? Parce qu'elles peuvent parfois mal se passer. C'est lorsque les citoyens ont l'impression qu'on se moque d'eux. Soit que le cadre, en fait, les organisateurs, en fait, les mettent un peu dans un piège, qu'ils ont l'impression d'être un peu piégés, que les choses sont déjà pipées d'une certaine façon, que la sélection n'a pas été bien faite, que les choix qui sont faits ne sont pas clairs. Et on dit souvent que le deuxième week-end, il doit avoir des problèmes. En fait, les participants doivent remettre en question le cadre. Sinon, en fait, c'est que le processus a un problème. Et donc, naturellement, en fait, dans chaque processus, à un moment donné, on va interroger le cadre. Dans certains cas, les choses se passent mal, mais souvent quand c'est pas bien organisé, ou alors, effectivement, que la commande n'était pas claire, en fait, et que l'autorité qui commande, en fait, ne s'intéressait pas. Et donc, moi, je dis souvent que si on fait de la participation, il faut le faire sérieusement, parce que sinon, il n'y a rien de pire que ça, les gens ne reviendront plus jamais par rapport à ça. Donc ça, il y a un élément à prendre en compte, c'est le processus lui-même doit être bien géré. Et donc j'ai dit, il faut réfléchir à ça. Donc il n'y a pas une bonne recette miracle, mais en tout cas c'est sûr que si c'est mal fait, ça va faire pire que bien. Il y a un deuxième élément à prendre en compte, évidemment, c'est le suivi. Et là, ça va un peu dépendre de ce qui est annoncé à la base. Si c'est annoncé que voilà, on va simplement prendre l'avis, etc., on ne sait pas ce qu'on va faire, peut-être que certains vont dire c'est pas suffisant, mais peut-être que d'autres vont dire c'est déjà mieux que rien. Mais c'est clair que si on a l'impression qu'on est dans un cadre qui pourrait avoir une influence et qu'au final tout disparaît, dans ce cadre-là, c'est vraiment très fâcheux et les gens alors en sortent très déçus. Merci pour ton éclairage. C'est vrai qu'au final, on se fait la réflexion. En tant que citoyen, on connaît mal la réalité des élus, ce à quoi ils sont confrontés. Et je pense que ça ne fait jamais de mal de se mettre un peu dans la peau de quelqu'un d'autre. Et puis aussi, évidemment, retrouver du pouvoir d'action et se dire, tiens, là ma voix, je participe à quelque chose qui fait sens. Et on se posait tout à l'heure la question de se dire, tiens, beaucoup de gens refusent de prendre part à ce genre d'exercice parce qu'ils se disent, je ne suis pas à la hauteur. Ça peut justement les motiver, comme tu dis, pour faire de la politique ou même s'inscrire dans d'autres projets citoyens, peut-être. Donc voilà, tout est bon à prendre. Alors, une question encore de Loïc, qui fait écho à l'actualité avec le statut de Léopold II. Il y a eu des questions qui sont posées à Bruxelles, à Arlon aussi. Tiens, qu'est-ce qu'on fait de cette histoire du passé, de ces statuts? Est-ce qu'on les déboulonne ou pas? Et alors, donc, Loïc, lui, se demande quels seraient les avantages de ce système délibératif sur la question des statuts de Léopold. Comment est-ce qu'on pourrait utiliser le tirage au sort pour nous éclairer sur la décision à prendre? Est-ce qu'on déboulonne? Est-ce qu'on déboulonne pas? Est-ce qu'on fait autre chose, etc. Oui, merci à Loïc pour sa troisième question, si je me trompe, mais qui n'hésite évidemment pas à continuer à poser des questions. Je crois qu'on doit le voir de manière distincte. D'un côté, il y a le volet tirage au sort, et ça, je l'ai dit, c'est pour avoir la plus grande diversité possible par rapport à une thématique, par rapport à un collectif. Donc ça, c'est un élément important, et donner la chance égale à tout le monde d'être présent. Par rapport à des thématiques spécifiques, si dans un groupe donné de la population, on pense d'une part qu'il n'est pas assez grand que pour être tiré au sort d'une certaine façon, l'exemple typique du tirage au sort, ça se met bien sur les hommes et les femmes. C'est que, et pas nécessairement sur un tirage au sort, mais sur plusieurs, on va se rendre compte qu'on arrive toujours finalement sur le rapport en fait de la réalité. Sur des petits groupes, c'est plus délicat. Et donc, si vous dites, à un moment donné, on a besoin d'avoir, par exemple, une communauté présente dans un tirage au sort, ça risque de ne pas être le cas. Et donc, si vous dites, on va devoir d'une certaine façon pouvoir écouter, dans ce cas-là, et c'était notamment le cas dans le cadre du G1000, on savait qu'il y avait une série de personnes qui, d'une part, avaient moins de chances d'être tirées au sort parce qu'il y a un petit groupe, mais aussi et surtout parce que moins de chances de dire oui si même ils étaient tirés au sort. On a gardé 90% des sièges des 1000 étaient tirés au sort et 10% étaient pour un recrutement ciblé. Et qui est-ce qu'on visait? On visait les nouveaux Belges, les personnes qui venaient d'arriver récemment en Belgique, les personnes qui ne savaient ni lire ni écrire, mais aussi les SDF.
Et comment est-ce qu'on a fait pour en avoir? Alors, on a demandé aux associations de terrain de dire, ben, nous, on aimerait vraiment alors d'avoir des personnes. Ces personnes-là n'ont pas été tirées au sort. Donc, on a d'une certaine façon fait une sorte de discrimination positive, mais c'était important. Donc là, par rapport à une thématique comme celle des statuts, on pourrait se dire, ben, on a besoin en fait d'avoir dans les personnes qui vont discuter des personnes aussi qui sont peut-être directement concernées. Et donc là, c'est un choix qu'il faut assumer à un moment donné, éventuellement, par rapport à ça. Donc ça, c'est un élément, mais je pense que oui, le tirage au sort permettrait d'avoir une diversité de points de vue qu'on n'aurait pas, par exemple, dans notre assemblée, ou qu'on n'aurait pas si on fait un simple appel. On pourrait dire aussi que l'appel, si on devait le faire, qu'on aurait justement beaucoup trop de personnes qui viennent de certaines communautés ou de groupes qui sont vraiment très contre, par rapport à d'autres qui justement seraient beaucoup plus modérés, qui auraient un autre point de vue par rapport à ça. Donc là, il y a quelque chose à réfléchir en matière de sélection. Ensuite, par rapport à la délibération, je pense que ce serait effectivement fondamental. Je crois qu'il y a de ça, c'est que entre fermer les yeux et dire qu'il faut absolument déboulonner les statuts, il y a probablement beaucoup de possibilités. Et ça me semble être intéressant qu'avec une diversité de points de vue, les gens puissent discuter, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que la statue représente? Est-ce que de mettre un écriteau avec va suffire? Peut-être qu'on va dire oui, peut-être qu'on va dire non. Peut-être que certaines personnes vont dire, en fait, les statuts, c'est pas le problème. Le problème, c'est en fait les rapports et les inégalités dans la société. Les statuts, on peut s'en passer, mais c'est les inégalités qui font travailler. Donc là, je crois que c'est un élément que la délibération pourrait mettre en évidence. Et là où je pense que ça reste difficile, et c'est là où il faut compléter une délibération d'un petit groupe avec d'autres choses, c'est le reste de la société. Et on sait notamment sur cette question-là que les référentiels d'histoire ont été travaillés, ils vont rentrer d'application un peu plus tard, mais donc on sait, mais là typiquement, l'enseignement a un rôle important à jouer. Il y a probablement d'autres éléments qui vont être importants à jouer, peut-être de reconnaissance aussi des différentes communautés. Donc la délibération en tant que telle, on ne peut pas attendre un miracle d'elle. Mais par contre, on sait qu'elle va avoir un effet transformateur sur les personnes qui vont participer, mais c'est moins sûr sur le reste de la société. Mais cette délibération pourrait justement amener un débat plus large, etc. Moi, je pense que, par exemple, et je disais, ben, je crois beaucoup à la démocratie vraiment directe par le référendum, mais je vois aussi ces faiblesses, notamment cet aspect de manque de délibération. Si on peut coupler référendum et démocratie délibérative, ça peut avoir un effet positif. Il y a des expériences, par exemple, en Oregon, pour donner un autre exemple, où et là, on vote plus souvent par référendum, ou avant qu'il y ait un vote, il y a un groupe tiré au sort des citoyens qui va préparer en fait ce référendum en disant ben voilà un petit peu différents avis, nous après avoir discuté, voilà ce qu'on peut dire des différentes positions et on va nourrir le débat public par rapport à ça. Ok, ben merci pour ton point de vue sur cette question qui est bien d'actualité. Alors, il y a une question de Frédéric. Alors, qu'est-ce qu'il dit Frédéric ? Il dit, est-ce que les panels de citoyens tirés au sort peuvent être-ils considérés comme une porte d'entrée vers l'autogestion? On voit que l'autogestion aussi, on en discute. À ton avis, est-ce que ce serait une piste pour aller vers plus d'autogestion? Merci pour cette question. Je pense que en partie c'est le cas et en partie pas. Moi, mon expérience, elle se situe surtout au niveau des panels citoyens utilisés dans le cadre des institutions publiques et politiques. Et je ne pense pas qu'on soit proche là d'une véritable autogestion. Il y a évidemment cet enjeu de taille d'une certaine façon et que malgré tout, je crois que la plupart d'entre nous, et là on est face à un paradoxe un peu de la démocratie, c'est si la plupart d'entre nous on souhaite donner notre avis, lorsqu'on nous dit vraiment qu'il faut le faire et qu'il faut éventuellement se déplacer et qu'il passe un peu de temps, souvent on ne nous retrouve plus. Donc la participation sera toujours minoritaire. C'est pas parce que les gens ne veulent pas participer. Enfin, les gens veulent participer, mais en tout cas ils ne le font pas. Donc ça c'est un élément au niveau des actions, disons politiques de l'organisation de la démocratie dans la sphère publique, ça me semble être plus difficile parce qu'en fait je crois qu'on ne partira pas d'une partie d'associations représentatives. Je pense qu'on va pouvoir les complémenter, articuler différemment que ce qu'elles n'existent pour l'instant. Par contre, dans beaucoup d'organisations, en fait, je crois que c'est effectivement une possibilité. Je pense forcément aux écoles, mais aux entreprises. Et donc là, évidemment, la sociocratie que certains et certaines d'entre vous connaissent certainement bien les pratiques peut-être, on est très proche en fait de cette idée-là, mais elle me semble plus faisable parce qu'on est sur des groupes plus restreints de personnes d'une certaine façon. Aussi des groupes de personnes qui généralement ont certains points en commun. Ce qui est peut-être moins le cas dans la société en général. Donc ça, c'est un élément. Pour donner un exemple à nouveau concret que vous pourriez aller explorer, je sais que la CSC du Brabant Wallon
pour son conseil, a organisé du tirage au sort, en fait. Donc, il y avait évidemment des élus classiques, mais aussi a voulu, et donc voilà, une organisation syndicale qui pourrait venir se mêler par rapport à ça. Je pense que dans certaines écoles, dans certains lieux, il y a aussi une volonté de recourir à ça. L'autogestion, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'elle implique qu'un maximum de personnes va participer. Et donc, c'est un peu le bémol que j'ai du tirage au sort, c'est que c'est bien parce que c'est la moins mauvaise solution, mais ça ne touche qu'une portion. Et donc, il faut vraiment travailler sur ce que j'ai beaucoup appelé ce soir le maxi public. Et donc, si on peut travailler sur le maxi public, je pense que c'est d'autant mieux. Mais c'est pas simple sur une grande échelle. Merci pour ta réponse. Alors, une dernière question pour ne pas faire de frustrer, une question de Christophe qui demande est-ce que tu crois que les citoyens tirés au sort ont une plus grande capacité délibérative que des élus issus des partis politiques? Merci à Christophe pour cette question. Ben, je crois qu'ils ont la même capacité délibérative, mais ils ne sont pas dans le même cadre. Je pense par rapport à la capacité délibérative que certaines personnes sont plus ouvertes à ça et sont moins ouvertes à ça. Je pense que les traits de personnalité vont jouer comme dans toute relation interpersonnelle. Et donc ça, on va les retrouver. Et d'autant plus si le tirage au sort est bien fait, c'est qu'on va retrouver la gamme. Et donc si on a 20% d'introvertis, et si on forçait les introvertis à venir, puisqu'il y a des chances qu'ils s'en vont donc l'avenir, on va les retrouver. Donc là, je pense que la capacité délibérative est la même. Par contre, le cadre dans lequel on va les mettre. Le problème et la difficulté, c'est ce que dans le manifeste du GMI on identifiait, c'est que les hommes et les femmes politiques ne sont plus libres. En fait, on pense qu'ils le sont, mais en fait, ils jouent dans un jeu qui les dépasse d'une certaine façon, qui est celui notamment des partis politiques, mais aussi des prochaines élections. Et ce qu'on peut remarquer avec les élections, c'est que alors que les élections devraient donner d'une certaine façon un boost pour l'avenir, un programme pour l'avenir, en fait, ça contraint parce que les acteurs pensent à leur réélection d'une certaine façon. Et donc, d'une certaine façon, les citoyens tirés au sort, avec la même capacité libérative, plus ou moins grande que leurs élus d'une certaine façon, eux, ils n'ont pas ça. Ils sont dans un cadre, en fait, plus ouvert d'une certaine façon, qui va leur permettre d'explorer. Et un exemple typique de ça, c'est changer d'opinion. C'est très difficile, je pense, pour la plupart des hommes et des femmes politiques de changer d'opinion publiquement. Peut-être parce que déjà leur opinion est plus faite, donc ça ce serait une bonne chose, mais aussi parce qu'à un moment donné, on est un peu coincé par une série d'obligations. Les citoyens qui vont arriver, certains auront certainement des opinions très fortes, mais d'autres seront justement prêts à faire évoluer leurs opinions parce qu'ils n'en ont pas encore tout à fait et le processus va faire en sorte. Donc je pense que le cadre est ça différent et c'est ce cadre-là qui me semble être important et c'est ce cadre-là qu'on doit garder alors lorsqu'on va mettre ensemble des élus des citoyens élus avec des citoyens tirés au sort, c'est qu'on puisse vraiment permettre ce cadre de délibération. C'est que quand on rentre dedans, et c'est pour ça qu'à Bruxelles, par exemple, j'ai conseillé qu'ils fassent le choix de ne pas être en public, ce qui est particulier parce qu'on va dire ça veut dire qu'on cache les choses, justement pour permettre en fait cette phase de délibération. La phase d'information et ce qui va être informé, mais la phase d'audition aussi, ça va être public. Mais la délibération en tant que telle, pour moi, elle peut rester effectivement protégée d'une certaine façon par un huis clos d'une certaine façon. Mais évidemment, les recommandations devront être publiques, les réponses qui sont données devront être publiques. Mais donc, on voit bien que cette délibération est un moment important et vraiment qu'il faut protéger. Ouais, comme quoi le cadre est vraiment déterminant pour la suite et pour les fruits que peuvent apporter tout ce processus. On voit comment c'est complexe et comment ça doit être pensé, évidemment, pour arriver à un résultat le plus optimal. Eh ben voilà, c'est comme ça qu'on va clôturer notre soirée. Merci Mine d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à ces questions du tac au tac. L'exercice est pas toujours facile. Et puis, merci à tous ceux qui nous ont suivis, j'ai une mouche qui m'ennuie, à tous ceux qui nous ont suivis pour cette édition de Partons en live et puis pour toutes celles qui sont derrière nous. C'est la dernière ce soir, mais voilà, peut-être qu'on reviendra. Merci de nous avoir suivis et puis on va se dire à bientôt, on verra bien. Au revoir. Bonne soirée.